L'Aiguille, Radio HDR. L'émission des musiques actuelles normandes présentée par Willow Adam. Bonjour et bienvenue, je suis Willow et j'ai le plaisir de vous présenter cette toute nouvelle émission sur Radio HDR, L'Aiguille. On se retrouvera une fois par mois pour parler de la scène musicale de Rouen et de Normandie. Au cours de l'année, je vais vous inviter à découvrir des artistes, des titres, mais je vais aussi vous inviter à venir voir des concerts, participer à des événements. Aujourd'hui, c'est la première de l'Aiguille et c'est aussi la fin de l'été. La saison des festivals se termine doucement et on va parler d'un festival qui n'est pas encore passé. Si vous n'avez pas pu en faire cet été, c'est l'endroit parfait pour s'autoriser une petite piqûre de rappel des vacances, pour les terminer en beauté et faire sa rentrée la tête pleine de musique et de joie. Ce festival s'appelle Rock in the Barn, il se passe à Vernon le week-end prochain, les 12 et 13 septembre, et nous accueillons ici 2 personnes pour en parler. La première est une artiste, musicienne, chanteuse et directrice du festival. Agathe Plaisance, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous ? Très bien, merci. La seconde personne est chanteur-musicien dans le groupe You Said Strange et c'est un membre presque fondateur du festival. Elliot Carrère, bonjour, comment est-ce que ça va ? Bonjour Willow, super. Et vous, bonjour Agathe. Bonjour. Avant de discuter ensemble de Rock in the Barn, on va se pencher sur les festivals normands plus en général et s'interroger sur leurs enjeux. J'ai pu m'entretenir avec Faustine Lebras, coordinatrice de HF+ Normandie, et lors de cet échange, nous avons creusé la question de la représentation des femmes en festival, autant en tant qu'artiste qu'en tant qu'organisatrice ou technicienne. Le tout sera entrecoupé de musique, et d'ailleurs, avant de nous lancer sur le premier sujet, voici le morceau Queen de Trix, groupe qui passera à Rock in the Barn ce week-end. C'était le morceau Queen de Trix. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans l'Aiguille, on va se pencher sur les festivals normands. Il y en a plein, des très gros comme Borgard et ses 156 000 festivaliers, ou les Papillons de Nuit avec leurs 92 000 festivaliers.
Mais il y a bien plus de petits festivals en Normandie, avec une jauge plus réduite et qui ont lieu un peu partout sur le territoire. Ici à Rouen, nous en avons quelques-uns, le Rush du 106, les Terrasses du Jeudi du Calife, Burnside, le Squarefest par exemple. Chaque festival met en avant des causes et des actions spécifiques. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est une cause très importante, mise en avant par de plus en plus de festivals, l'égalité homme-femme et la parité. Pour mieux parler de ce sujet, laissez-moi vous présenter HF+ Normandie. C'est une association qui s'est fixée comme objectif de repérer les inégalités hommes-femmes dans le milieu de la culture et de se mobiliser pour favoriser une égalité réelle et une parité. J'ai pu m'entretenir avec Faustine Lebras, coordinatrice de HF+ Normandie, et lors de cet entretien, j'ai pu lui poser plusieurs questions sur les différentes missions de son association, mais aussi sur l'égalité hommes-femmes dans les festivals normands. Je vous propose d'écouter cet entretien. Bonjour Faustine Lebras, vous êtes coordinatrice de HF+ Normandie. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc coordinatrice de HF+ Normandie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est HF+ Normandie ? Alors, HF+ Normandie, c'est une association, un collectif qui est composé de professionnels de la culture normande et qui est une association en fait qui vise à lutter et à agir pour l'égalité entre les genres dans les arts et la culture. Et vous avez plusieurs missions, dont l'organisation des Journées du matrimoine en Normandie, mais vous avez aussi un observatoire de l'égalité dans les arts et la culture en Normandie. Tout à fait, parce que c'est exactement dans la même démarche. Donc là, c'est plus sur notre mission d'observer. Là, c'est vraiment une des missions qu'on s'est donnée en premier. En fait, la première façon de constater les inégalités et d'agir sur elles, c'est déjà de les objectiver. Et pour les objectiver, la chose la plus simple, c'est tout simplement le comptage. Alors, pourquoi nous on compte ? On compte parce que malheureusement, les pouvoirs publics, ils ne le font pas, le comptage. Et à partir du moment où on ne compte pas, c'est un peu la même chose que quand on ne nomme pas quelque chose, elle n'existe pas. L'inégalité, on ne peut pas la constater tant qu'on ne la compte pas. Donc nous, depuis plusieurs années maintenant, on fait un comptage de toutes les programmations, de toutes les structures culturelles de Normandie et on compte concrètement avec un certain nombre d'indicateurs quelle est la place qui est donnée aux femmes sur les scènes en tant que directrice artistique, en tant qu'autrice, en tant que compositrice, en tant aussi que personne sur scène, etc. Et c'est hyper important parce que ça nous permet, cette objectivation ensuite, elle nous permet d'identifier des leviers sur lesquels on peut agir ou en tout cas pousser les professionnels des structures, parce que quand elles le conscientisent, les programmateurs, programmatrices, se disent oui, ça serait bien que je fasse quelque chose. Et puis les pouvoirs publics aussi, ça leur donne un outil aussi pour comprendre qu'il y a une vraie responsabilité, parce que je rappelle que dans notre pays, en tout cas, on a beaucoup de chance puisque la culture, elle est très largement subventionnée. Et dès lors qu'il s'agit d'argent public, il nous paraît très important que cet argent il soit équitablement redistribué entre les gens. Absolument. Et donc par rapport à ce travail d'observation, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu plus de chiffres, notamment donc au niveau des femmes dans les programmations. Et par exemple, est-ce que vous avez des chiffres sur la différence qu'il y a entre les chanteuses et les musiciennes, par exemple ? Car on peut observer que dans les groupes de musique, s'il y a une femme sur scène, elle est plus souvent chanteuse que musicienne, mais est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ça ? Alors nous, en Normandie, on n'a pas de chiffres. Moi, j'en ai des chiffres. D'ailleurs, vous pourrez aller voir, j'invite les auditrices et les auditeurs à aller sur notre site internet, parce qu'on met à disposition beaucoup de ressources là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur ces questions. Nous, à l'échelle de la Normandie, on n'a pas encore eu le temps, les moyens nécessaires pour aller autant en profondeur, et je pourrais pas vous donner des chiffres vraiment sur qui est chanteuse. La composition des groupes, en fait, on l'a pas faite. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une réalité, qui est constatée, que évidemment, le statut de musicienne, en fait, il est encore extrêmement complexe, et c'est encore dans la sphère professionnelle des professionnels de la musique, c'est encore des fonctions auxquelles les femmes ont du mal à accéder, contrairement aux chanteuses, parce qu'en fait il y a tout simplement des stéréotypes de genre qui sont extrêmement poussés et qui expliquent cela. Je vous invite par exemple à aller lire les textes de Hyacinthe Ravet, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui est absolument passionnante, qu'on avait fait venir il y a quelques années pour les Journées du matrimoine, et qui explique
explique très bien cela et qui le déconstruit de manière, avec une approche sociologique et très intéressante. Et nous, en fait, pour les musiques actuelles, on compte parce que c'est assez complexe d'avoir. Pour les musiques actuelles, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir vraiment le détail de toutes les programmations. En fait, nous, on travaille sur les premières parties et les premières parties, l'ensemble des artistes programmés. Et parfois, on a bien du mal, nous, à avoir le détail de la composition des groupes ou même simplement des informations un peu plus précises sur les groupes qui sont programmés. Donc, ce qu'on a choisi de faire, nous, dans notre observatoire, c'est de travailler sur le lead des groupes et déjà d'identifier dans les programmations, festivals plus structures qui programment plus de 10 concerts par an de musique actuelle, quelle était la proportion de femmes programmées. Et le constat, il est difficile, puisqu'on est à peine 16% et qu'il y a très, très, très peu de structures qui arrivent à dépasser la barre des 33%. Alors, pourquoi je dis 33% et pas 50%? Parce que déjà, c'est un premier objectif, 33%. C'est une règle en sociologie, les 33%, qui établit un seuil en deçà duquel une minorité, elle est invisible dans un groupe. Alors, les femmes sont pas une minorité, on est bien d'accord, mais elles sont considérées comme telles dans notre société. Et donc, nous, on estime à HF Plus Normandie que si les structures culturelles n'arrivent pas à atteindre la barre des 33% dans leur programmation, c'est vraiment inacceptable. Et dans les musiques actuelles, je dois dire que la quasi-totalité des structures n'arrivent pas à atteindre la barre des 33% dans leur programmation. Donc, le chemin, il est encore très long. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et il faut vraiment s'engager parce que si on continue à ce rythme-là, même s'il y a un réveil, même s'il se passe beaucoup de choses autour des questions d'égalité et qu'il y a une vraie prise de conscience, et je pense à tous les super et les superbes professionnels en Normandie qu'on a et qui ont vraiment envie d'agir, en fait, on n'y sera pas, quoi. Dans 50 ans, on sera à peine à 20%. C'est pas possible, en fait. Il faut vraiment là qu'on s'engage pour que le plus vite possible, dans les programmations, ça soit une obligation, en fait, d'atteindre à minima les 33%. Donc, moi, je suis toujours très positive. Je pense qu'on va y arriver. Mais je pense qu'aussi le rôle d'associations comme la nôtre, c'est de continuer à être poil à gratter, à compter et à pousser pour que ça arrive beaucoup plus vite. Et peut-être que pour atteindre cet objectif de 33% dans les programmations, le fait d'avoir, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, des personnes à responsabilité dans ces structures et ces festivals de musiques actuelles qui sont aussi des femmes, fait une différence. Est-ce que vous avez constaté cette différence? Est-ce que vous avez des chiffres aussi du coup sur les femmes qui ont des responsabilités directrices, et aussi est-ce que vous avez des chiffres au niveau des personnes autour qui travaillent dans les musiques actuelles? Donc je pense aux techniciennes, mais aussi à des postes comme la communication ou la photographie, enfin tout ce qui peut aller autour de ça. Eh ben nous, on s'est amusé en fait dans nos données. Alors nous, notre observatoire, je reprécise que là, on parle de musique, mais nous, il est sur tous les arts en fait. Et donc, en tout cas pour le spectacle vivant et les structures qui programment des musiques actuelles, on a traité l'emploi ensemble. Et on s'est amusé ensuite à croiser nos données, à voir telle structure, sa programmation, ça donne quoi, si c'est une femme à la direction, bref. Et c'est marrant parce que oui, on voit la proportion de femmes dans les programmations augmenter quand c'est une femme qui s'occupe de la programmation, bien sûr. Et on voit aussi sur la répartition des artistes sur scène que quand c'est une femme qui a la direction artistique d'un projet, il y a beaucoup plus de femmes à ses côtés sur scène, où il y a beaucoup plus de femmes autrices du texte, quand par exemple ça va être du théâtre ou ou plus de femmes compositrices. Donc ça a vraiment une incidence directe en fait. Et ça, c'est une réalité. Et pour ce qui est nous, on a plutôt travaillé sur des pôles de métiers. Donc, on a voulu vérifier en fait si les métiers encore en Normandie étaient très stéréotypés. Donc, par exemple, la proportion d'hommes et de femmes à la technique, sur des pôles communication, comme vous l'avez dit, etc. Donc oui, là encore, on vérifie le stéréotype. Il y a énormément de femmes qui travaillent dans notre secteur sur les métiers de la communication et tous les métiers de gestion des publics, etc. Donc billetterie, on va appeler ça le gros pôle public, communication, etc. Et puis sur le pôle technique, nous, on a travaillé que sur les emplois permanents parce qu'on n'a pas pu travailler sur l'intermittence. On est à 99% d'hommes en Normandie. Donc oui, il y a encore beaucoup de chemin. Oui, c'est clair qu'il y a encore du chemin, ça c'est sûr. Et enfin, pour terminer, selon vous, qu'est-ce qui va mieux?
Sur quoi vous avez constaté des améliorations depuis que HF Plus Normandie existe? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui doit encore être amélioré? Moi, je suis déjà une vieille professionnelle, hein, donc pour moi, le grand point positif, après des années à travailler sur ce sujet et à militer, c'est déjà l'accueil en fait du fait que c'est un sujet et qu'on a envie de le prendre en compte et qu'on a envie de travailler collectivement dessus. Et que voilà, il y a une acceptation en fait du fait que oui, dans l'opinion publique, mais aussi au sein des professionnels et des politiques, que oui, c'est un sujet sur lequel il faut travailler et que c'est un sujet important. Et je dis ça parce que pour moi, c'est déjà une vraie avancée. Après, il faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce qu'on en parle et que ça devient positif d'en parler que ça doit cacher des actions réelles. En fait, nous, notre but avec notre association, notre collectif, notre mouvement, c'est qu'il se passe des choses concrètement pour les femmes artistes dans notre pays, qu'il se passe concrètement des choses pour les professionnels, qu'il se passe concrètement des choses sur les récits qu'on donne à voir au public. Enfin, on a une vraie responsabilité, la culture, sur comment est-ce que la société va évoluer. Et dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est hyper important de continuer à s'engager et de faire que les choses avancent beaucoup plus vite, puisqu'on sait, et je vais pas citer Simone de Beauvoir, mais qu'il suffira, si je vais la citer, qu'il suffira d'une crise politique pour que tout soit remis en question. Et on sait aujourd'hui à quel point il y a une fracture en fait dans nos sociétés et à quel point en fait les acquis qu'on peut obtenir aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils soient durables. Et moi, ce que je trouve hyper important, c'est que pour que ces acquis soient durables, et ben voilà, il faut vraiment qu'ils rentrent dans des politiques publiques, il faut qu'ils rentrent dans des états d'esprit, que ça soit plus une petite thématique, en fait, la question des femmes dans la culture, que ce soit juste une normalité. Et ça sera bon pour tout le monde, ça sera bon pour l'ensemble de la société, et on pourra passer à autre chose. Alors évidemment, là, je rêve un petit peu, mais je dirais ça pour conclure. Merci beaucoup, Faustine Lebras. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Et j'invite évidemment tous les auditeurs et auditrices de cette émission à aller se renseigner sur l'émission de HF Plus Normandie, se renseigner aussi sur les journées du matrimoine, si vous voulez en dire deux mots pour dire quand est-ce que ça se passe, voilà, pour donner envie aux gens d'y aller. Donc les journées du matrimoine, rapidement, c'est un événement qu'on organise en même temps que les journées du patrimoine pour valoriser la place des femmes dans notre histoire culturelle. C'est 120 événements sur toute la Normandie, ça commence le 17 septembre, ça se termine le 21, avec énormément de partenaires engagés à nos côtés, de porteuses et porteurs de projets, d'artistes qui proposent partout sur le territoire des projets. Vous pouvez retrouver le programme sur notre site hf-normandie.fr. Pour que ce soit plus simple, on vous a fait une carte interactive, il y aura forcément quelque chose à côté de chez vous. Et venez, c'est la plupart du temps gratuit et on apprend des choses sur ces femmes qui ont fait et qui font notre histoire, c'est super. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Willow. Merci encore à Faustine Lebras de m'avoir accordé de son temps pour répondre à mes questions. Dans un instant, nous parlerons de Rock in the Barn avec Agathe et Elliot. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un nouveau morceau de musique. Feel like a hero. I come from 1 to 0.
c'était Hero de Camp Claude qui eux aussi passeront à Rock in the Barn ce week-end. Rock in the Barn, festival qui se passe à Vernon ce week-end, donc pour sa 16e édition, les 12 et 13 septembre, qui a changé plusieurs fois de lieu depuis sa création, qui a grandi et évolué pour devenir cet événement incontournable de la région. Nous accueillons sa directrice, Agathe Plaisance, et son presque fondateur, Elliot Carrière. Ça va toujours ? Bah oui. Carrément, à fond. La première chose que j'ai envie de savoir, c'est l'histoire de la création du festival. D'où est-ce que c'est parti ? Ok, donc là c'est moi. Je crois que c'est 2010 la première édition, qui est pas vraiment, c'était pas vraiment parti pour être un festival récurrent. C'est une bande de potes à l'époque entre Giverny et Vernon, dans l'Eure. En fait, c'était mes parents avaient un festival de chansons et théâtre, etc., qui s'appelait le Festival de Giverny, entre 98 et 2013, il me semble, et ils occupaient donc un lieu. Ils étaient installés sur un lieu qui s'appelait la ferme de Grandîle entre Giverny et Vernon, qui était sur le territoire de Vernon. Et une année, je me souviens que toute cette bande de la génération au-dessus de la mienne, moi j'avais 13 ans, 12 ans la première édition, donc j'ai été témoin de ce départ entre les Coco, etc., Martin, Edouard, enfin toute la bande qui lance le truc au début en se disant est-ce qu'on peut pas profiter de votre infrastructure, enfin de votre structure, pardon, de ce que vous avez comme juste le matos qui est là, il y a des enceintes, attendez, démontez pas trop vite, on aimerait bien faire venir des potes, voilà. Et en fait, il se passe qu'à Vernon, il y a un gros lycée qui rassemble toute la région, et donc quelques gens, enfin pas mal de gens qui faisaient de la musique, etc. Et donc ils se sont dit on va les faire venir un soir. C'était à la rentrée, forcément en septembre. C'était le moment où tout le monde était rentré de vacances, et c'était l'idée c'était un peu une espèce de grosse fête du lycée local. Essayer de trouver un moyen de rassembler du monde, voilà, pour venir voir juste des amis faire de la zik sur scène. Et ça a été juste une grosse fête au début, et ça s'est tellement bien passé que la décision a été prise de réitérer la chose. Et il me semble qu'à partir sur la deuxième édition, il y a déjà eu 2 fois plus de groupes qui sont venus jouer. Et là, il y a eu des groupes d'ailleurs, d'autres régions, de Paris, etc., de Rouen. Il y a eu ce truc un peu de scène locale qui a commencé à se mettre en place. Et en fait, à partir de là, c'est devenu un festival. C'est-à-dire que là, tout le monde s'est dit bon, bah, ça semble assez évident. Si on a les moyens de le faire, en tout cas, si on avait les moyens humains, ça c'est sûr, parce que tout le monde, il y a une motivation aussi, parce qu'on parle d'une région où, à ce moment-là, il se passait pas énormément de choses, en tout cas pour les jeunes, ça c'est sûr. Et donc tout le monde s'est un peu rassemblé autour de ce truc, en se disant mais il faut qu'on arrive à le maintenir le plus longtemps possible, parce que c'était vraiment une réunion assez importante pour les jeunes localement là-bas. Et à partir de la 3e édition, là ça a commencé à devenir un petit peu plus sérieux. Je crois que là il a été question de pourquoi pas aller chercher des subventions auprès du département ou de la région, etc. Pourquoi pas essayer de taper dans des tête d'affiche, on va dire, des trucs un peu plus connus. Et il me semble que cette année-là, c'était Gush, qui à l'époque était vraiment déjà une tête d'affiche pour un festival comme Rock in the Barn. Et Gush, qui a ramené du monde carrément, et un groupe qui s'appelait Cinémétrique, qui sont des inconnus au bataillon, qui sont des potes de mon frère, etc., même d'un cousin qui habite à Las Vegas, un groupe de Las Vegas, bref. Et en fait, le truc a été de complètement faire monter la sauce autour de ce groupe, en disant, dans ce petit coin de ferme avec tous nos groupes locaux, etc., du lycée, il y a un groupe des États-Unis qui vient, il y a un groupe de Las Vegas qui vient, ils viennent pendant 1 mois, ils vont faire une tournée, leur première date c'est à Rock in the Barn, personne connaît, mais la sauce est montée, et on a un peu un espèce de truc de
espèce de coup de poker où les gens sont rentrés dans le truc en mode waouh, il y a un groupe, parce on était tous, on avait 16 ans, 17 ans, waouh, il y a un groupe de Las Vegas qui arrive, c'est fou. Moi j'avais 14 ans, bref. Et en fait ils sont arrivés, ils ont joué à 23h devant tout le monde qui était super chaud, et là je crois qu'il y a eu vraiment une décision de se dire ok, on va aussi faire venir de l'international et essayer d'ouvrir encore plus le spectre. Et voilà, ça c'est un peu la naissance. Après, il y a beaucoup de paramètres que j'oublie, que je peux pas non plus. Enfin, tu vois, on peut pas non plus tout dire là en 2 minutes, mais non. Mais c'est un peu le début, quoi. Ouais, donc c'est vraiment parti d'un truc de potes, de famille. Ouais. Tu dis que vous dites que dès la deuxième édition, il y avait donc des groupes qui venaient d'ailleurs, mais c'était toujours un réseau de potes. Oui, c'était toujours un peu du bouche à oreille, mais quand même, mais c'était des groupes on commençait à aller sur des groupes rouennais, des groupes parisiens, des groupes bretons, etc., qui étaient pas forcément à la portée du festival à ce moment-là, du festival qui n'en était pas vraiment un. C'était une grosse fête sur un soir, et puis qui a pris cette tournure-là jusqu'à la référence que c'est aujourd'hui, dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Et qui maintenant donc est un festival installé, qui existe depuis 16 ans. Et donc Agathe, vous en êtes la directrice, et qu'est-ce que ça veut dire exactement être directrice d'un festival ? Qu'est-ce que ça implique ? Parce que c'est pas forcément un terme qui est très transparent, j'imagine, pour des personnes qui sont festivaliers, festivalières. Voilà. Je pense que en 2023, quand avec Léna Guerra, suite au départ du fondateur du festival, ancien programmateur directeur, on a pas trop pris conscience de ce dans quoi on s'engageait, mais on a un peu splitté le rôle en deux, donc Léna programmation et moi direction, mais je crois que j'avais pas du tout conscience de où je mettais les pieds, d'autant que j'étais pas formée pour ça, mais on y a été, et donc en fait la direction du festival, c'est beaucoup de représentation politique, en fait. Moi, je suis en lien avec toutes les institutions, tous les partenaires publics, un peu les partenaires locaux, même si c'est des choses, j'aime bien passer la main parce que je suis pas vernonnaise, je suis hébroïcienne, donc je viens de l'Eure, mais voilà. J'ai pas une connaissance du territoire hyper fine comme d'autres personnes dans l'asso peuvent l'avoir. C'est beaucoup de gestion administrative, donc c'est pas hyper sexy, hein, mais on est un peu obligé, c'est des dossiers de sub, c'est du suivi sur ce qui se passe sur le territoire normand, sur les projets qui se montent, se tenir informé des groupes de travail festival auprès de Norma, de toutes ces structures-là. Il faut avoir bonne mémoire, faut savoir qui sont nos interlocutrices, faut adopter une posture qui est assez particulière, mais finalement qui me plaît pas trop mal. J'aime bien. Et puis après il y a tout l'aspect de la construction du projet d'année en année, donc ça c'est à l'année, construction du budget, suivi du travail en équipe, les réunions, les AG, voilà. La gestion aussi admin un peu de l'asso, quoi. Oui. Voilà. Donc un travail à la fois administratif et de représentation, de se mettre en représentation face à des interlocuteurs et interlocutrices qui auraient des choses à apporter au festival, en fait. Oui, voilà, exactement. Et pendant l'exploitation, est-ce que vous avez quand même un peu le temps de voir des concerts et de kiffer le festival, ou est-ce que c'est, enfin, pendant l'exploitation, qu'est-ce que vous faites ? Ben peut-être, si je sais pas, je pense que c'est ma posture, c'est ma façon de travailler qui est comme ça, où je suis dans une forme de rigueur, parce qu'avant d'être directrice, j'étais déjà bénévole sur le festival depuis 8 ans, et j'ai tout fait, j'ai fait bar, accueil artiste, billetterie, enfin je suis vraiment passée un peu partout, et j'adorais ça, mais déjà à ce moment-là, j'allais pas voir des concerts en fait. Donc d'une certaine façon, je pense que c'est aussi ma posture qui fait que je suis comme ça de nature. Quand je suis dans le travail, je suis dans le travail, et j'ai un peu de mal à faire du lâcher prise au milieu. Mais sinon, globalement, ce que je fais là sur les 3 dernières éditions, c'est je suis pas mal au bureau de prod. J'essaie de recevoir quand même les partenaires qui viennent, notamment tous les membres de la mairie, les personnes de la région Normandie ou du département qui viennent. J'essaie de les accueillir, de boire un verre avec eux, de leur présenter le festival.
voilà, d'être un peu aux petits soins de nos partenaires, quoi. Et puis, en fait, ce qu'on a envie de faire surtout, c'est comme à la base, c'est quand même un festival de copains, c'est de passer du temps avec les copains. Donc, il y a le bureau de prod, il y a tous ces aspects-là, mais ce qui, pour moi, reste important, c'est de garder ce truc de on est entre copains et on passe du temps avec les copains. Et si je peux aller pointer une oreille dans un concert, c'est cool. Et du coup, question pour vous deux, mais quel est l'artiste ou le groupe que vous attendez particulièrement, à quel concert vous allez pointer une oreille justement, à qui est-ce que vous tenez à voir cette année? Moi, cette année, j'aime beaucoup Sarah Maison. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner en live, parce que c'est une artiste qu'on écoute pas mal chez nous depuis un petit moment. Il y a l'humeur que j'avais vu à Rouen, ça se fait assez cool, une espèce de punk, post-punk british qui se fait beaucoup, mais ils le font très bien. Voilà, et puis We Hate You, j'aime beaucoup la nouvelle formule de We Hate You Please Die aussi, tous les trois, ça envoie vachement bien en live, c'est très... Je trouve qu'il y a une sincérité qui est là, et ouais, j'ai hâte de les voir aussi. Ok. Et vous, Agathe? Ça me perturbe le vouvoiement. Moi, j'ai envie d'aller voir J. Bernhardt parce que je suis une grande fan de Balthazar depuis des années. Donc forcément, un membre de Balthazar qui vient, c'est cool. On a envie d'y aller. Sinon, moi, je suis plutôt team fin de soirée, Poltergeist et son électro hyper lugubre. J'ai aussi un peu la curiosité de voir Sarah Maison aussi. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de citer. Mais surtout Michel Hubert parce que ça va être l'ovni de la programmation de cette année. Et je me demande comment le public va réagir. Et puis j'ai hâte de voir la clôture de Barnet, de DJ Barnet, qui sera accompagné de Fanny Cora, la directrice du Cube, parce que jusqu'ici il a toujours mixé sur le festival et là il va faire la clôture sur la scène et tout, donc ça va être chouette. Ouais, carrément. Moi aussi, j'ai très hâte de voir DJ Barnet. Et donc, pour pouvoir donner un aperçu de ce que ça peut être une fin de soirée à Rock in the Barn, on va s'écouter un morceau de Poltergeist, Holy Pill.
C'était Holy Pill de Poltergeist. Agathe, vous faites partie du réseau Audacieuse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ce que c'est ? Oui, le réseau Audacieuse, il est un peu indissociable de Rock in the Barn dans le sens où c'est un réseau qu'on a monté avec les festivals Douce Amère et Biche Festival qui sont dans l'Orne. Notre idée, c'était suite à la sortie d'un contrat de filière qui était lancé par le CNM à la région Normandie, de mutualiser des structures, des associations. Donc on s'est dit, on est trois festivals qui sont portés par des femmes. Comment on peut faire de ce modèle quelque chose d'intéressant. Et donc on a réfléchi autour de ça sur de la mutualisation de matériel, de ressources, mais pas que des ressources matérielles, aussi des ressources humaines, en fait, pouvoir s'appeler les unes les autres, se filer des tips, et être du soutien aussi émotionnel et moral, et pouvoir se raconter nos éditions, nos problématiques, les partager, etc. Et puis l'idée de ces modèles, c'était aussi de réduire l'impact environnemental que peut avoir l'aspect matériel et logistique des événements. Et puis c'était aussi relier nos événements parce que en termes de jauge, en termes de valeur, il y avait à peu près les mêmes intentions aux mêmes endroits. Et puis on aimerait peut-être ouvrir ce réseau-là, en tout cas en faire un modèle et puis aller en parler et voir ce qui se fait ailleurs. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir lancé cette collaboration. Et donc elle est, comme vous le disiez, indissociable du festival parce que donc ça permet de mettre en avant certaines valeurs, donc du coup environnementales, égalité homme-femme, comme on a pu en parler tout à l'heure aussi avec Faustine Lebras, et donc c'est très lié au festival Rock in the Barn, aux autres festivals qui sont liés par ce réseau Audacieuse. Quand est-ce que c'est venu? J'imagine que que c'était là avant que vous arriviez au poste de direction de Rock in the Barn, mais en gros, comment ça s'est construit de se dire avec un festival, on peut aussi porter des valeurs, des causes, mettre en avant des choses qui nous semblent importantes, et comment ça s'imbrique et comment ça s'organise. Et je me tourne notamment vers Elliot pour savoir est-ce que c'est venu dès le début, est-ce que c'est venu un peu plus tard? Alors les audacieux, je pense que c'est clairement à partir de la direction d'Agathe, hein. Oui, non, oui. Je parlais de... Ah, pardon. Oui, pardon. Je pense que c'est peut-être à partir du moment où... Alors, je saurais pas le dater, mais à partir du moment où tu sens que un festival ou n'importe quel projet a commencé à avoir un poids, en fait, publiquement, c'est-à-dire que ça rassemble du monde et qu'il est possible éventuellement de pouvoir faire passer quelques messages positifs et pouvoir faire avancer les choses sur différents aspects. Je pense que oui, à partir de là, tu te dis que c'est peut-être le moment de le faire. Alors comme je te dis, je saurais pas le dater exactement, mais les choses, ça vient assez naturellement finalement dès que ça a un poids dans la sphère publique. Ça peut être important de pouvoir défendre des choses et le partager, en tout cas promouvoir des choses avec les gens qui sont là ou pas d'ailleurs. Et du coup, comment ça se met en place, comment ça se réfléchit? Parce que j'imagine que ça doit pas être facile de se dire comment faire passer ça à un public, parce qu'il y a l'aspect effectivement organisation, logistique, du coup, qui avec le réseau Audacieuse permet d'avoir un impact concret sur comment tout ça s'organise, mais voilà, au niveau de la communication au public et de comment faire en sorte que ce soit compris, su, intégré, comment est-ce que ça s'organise à ce niveau-là? Pardon, je me permettrai juste je dirais que pour ce qui est de l'égalité homme-femme, etc., c'est pour moi, j'imagine, avant tout, le plus impactant, c'est aussi dans la programmation. C'est-à-dire que si on voit autant de femmes que d'hommes sur scène, ça veut dire que le message, il est assez clair aussi. Et puis en ce qui concerne aussi l'écologie, ça a été le fait de travailler avec des locaux, des prestataires locaux pour la nourriture, pour la bière, la boisson, etc. Travailler avec un maximum, dans un circuit le plus court possible. Et ça, je pense que ça a été
ça a été dit, c'est dit chaque année en fait quand les gens viennent manger le burger ou quand comprennent qu'il y a un travail qui est fait là-dessus. Je pense que c'est une bonne manière de communiquer. Carrément. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Agathe ? Elliot, il a dit je pense que les valeurs qui sont le plus transmises, c'est ça, c'est l'impact de l'événement, l'envie de travailler sur du local, sur des bons produits. Je pense que ça dépend aussi de la sensibilité des personnes qui sont derrière ces événements et pour le coup, je sais que Rock in the Barn fait partie des festivals qui ont mis ça en place assez vite et pour la question de la valorisation des femmes et des minorités de genre, ça va aussi avec l'évolution des mœurs actuelles. Donc depuis MeToo, forcément, c'est des questions qu'on se pose, ça devient un peu obligatoire aussi, à mon sens, de répondre à cette obligation, quoi. Enfin, c'est une obligation de répondre à ça, au fait de valoriser les femmes sur scène. Cette année, donc comme on l'a dit, c'est la 16e édition du festival. Et quelles évolutions vous avez observées au niveau du public, justement ? Parce que il me semble que les habitudes des spectatrices ont changé, surtout avec le Covid et la crise sanitaire. Et est-ce que l'impact de cette crise sanitaire continue à se faire ressentir sur les festivals ? Est-ce que vous faites ce constat-là aussi ? Le public de Rock in the Barn, il a beaucoup évolué, comme le disait Elliot. Ça a démarré avec des copains qui ont ramené des copains et des copines, et puis ça a permis à faire des jauges de plus en plus grandissantes. Après, le festival l'asso a la volonté de rester sur une jauge plutôt familiale, quoi. On est sur 2200 billets de vente, quoi, de billets vendus, pardon, et on veut rester à cette jauge-là. Et depuis le Covid, en 2020, Rock in the Barn était un des seuls festivals à se maintenir en debout. Donc, il y a eu beaucoup de monde sur cette édition-là. Et l'année suivante, il y a eu une petite déception parce que rebaisse de la fréquentation. Et depuis qu'on est sur Vernon, on va dire que c'est à peu près stable. Après, ça fait que 3 ans, donc on n'a pas non plus une visibilité encore de dingue là-dessus. Mais on est sur un remplissage entre 60 et 70%, quoi, de la jauge. Mais du coup, ce qui a impacté le plus, à mon sens, au niveau du Covid, c'est les préventes, quoi. Les gens, ils prennent plus leur place en avance et c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qu'on est en train de mettre en place, quoi. Oui, c'est ça fait peur un peu, en fait, de pas du tout avoir de visibilité, j'imagine. Et surtout, ça vient du fait que il y a cette peur de l'annulation de l'événement pour lequel on a pris notre billet et tout ça est un peu resté, j'ai l'impression. Ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Une petite peur de l'annulation ou une petite peur de la faillite, quoi. Oui, aussi. Oui, parce qu'il y a des festivals qui sont obligés de s'arrêter justement à cause de ces problématiques-là, de moins de visibilité, aussi de ce que j'avais pu entendre, c'est plus de contraintes légales et sécuritaires, et donc plus de coûts liés à ces choses-là. Je sais pas si c'est quelque chose qui se ressent aussi sur Rock in the Barn. Si, ça s'est ressenti les années précédentes au niveau des vigilances qui étaient demandées par rapport à la préfecture. Après, il y a aussi la conjoncture économique actuelle qui est très compliquée pour les festivaliers, festivalières, et le coût du coup de tout a augmenté, en fait. Donc nous, on essaie de maintenir des tarifs qui sont en fait déjà compliqués pour nous et déjà trop forts, en fait, pour les gens qui sont dans des situations compliquées là. Carrément. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Elliot, par rapport à ça ? Peut-être justement, vous d'avoir été pas mal impliqué dans l'organisation du festival avant le Covid et à ses débuts. Comment ça se passait, ces choses-là ? Est-ce que c'était moins contraignant, plus libre, moins coûteux? Je pense qu'on le voit, on l'a vu du côté de Rock in the Barn, mais de plein d'événements culturels en général. Une fois le Covid passé, finalement, comme a dit Agathe, effectivement, l'année du Covid, ça a été une année incroyable à Rock in the Barn. Mais finalement, les choses sont devenues plus compliquées. Les gens ont eu un rapport différent aussi avec leurs sorties. J'ai l'impression qu'ils ils choisissent plus. Effectivement, il y a le contexte économique, comme dit Agathe, qui fait qu'aujourd'hui,
c'est évident pour personne, quoi. Donc effectivement, à choisir, est-ce que, les gens choisissent plus, quoi. Donc il faut malheureusement peut-être aller chercher les gens peut-être plus qu'avant. Peut-être qu'il y a un peu de ça depuis le Covid. Peut-être que ça a changé. Voilà. Et après, en ce qui concerne les normes et tout ça, évidemment, ça a eu un gros impact effectivement sur l'organisation d'un festival, et qui plus est d'un festival comme Rock in the Barn, qui reste à taille humaine, quoi. On n'est pas sur une énorme machine avec des subventions qui n'en finissent plus, et une économie qui dépend beaucoup évidemment de la billetterie aussi, quoi. C'est sûr. Et oui, on en parlait tout à l'heure aussi par rapport au réseau Audacieuse et aux 2 autres festivals qui sont liés. Est-ce que le réseau Audacieuse est aussi né de cette nécessité-là de se mettre ensemble suite à toutes les difficultés qu'on a évoquées, aussi parce que ça, on l'entend beaucoup, le budget dans la culture baisse un peu, et donc est-ce qu'il y a aussi ce truc-là de vouloir se rassembler pour pouvoir contrer un peu cette conjoncture actuelle économique qui est très compliquée? Oui, il y avait de ça, forcément. Après, on a aussi surtout répondu à un appel à projet, mais oui, ça rentrait complètement dans ces enjeux-là, sans forcément qu'on en ait fait le levier le plus fort de cette mutualisation. Je t'avoue que j'ai un peu perdu le fil là, excuse-moi. Pas de souci. Non, c'est aussi... Est-ce qu'on veut dire 2 mots sur les 2 autres festivals qui font partie du réseau Audacieuse, pour éventuellement aussi donner envie aux auditeurs et auditrices de cette émission de se renseigner dessus et de les prévoir déjà pour l'année prochaine? Eh bien oui, Douce Amère et Biche, ils ont lieu avant l'été, ce qui n'est pas le cas de Rock in the Barn. Douce Amère plutôt fin mai, début juin, et Biche plutôt mi-juin. On est sur des programmations plutôt spécialisées aussi. On n'est pas des festivals généralistes, même si Biche est plutôt orienté quand même pop française, indé, alternative. Douce Amère propose une programmation quand même un peu plus indé rock, globalement. Donc l'originalité de Douce Amère, c'est que ça se passe dans une cidrerie. Donc c'est aussi pour les papilles gustatives toute une expérience, mais c'est vraiment très chouette. C'est un festival qui se monte, là ils ont 3 ans, donc c'est bien aussi de voir un projet tout nouveau comme ça qui a autant de volonté et qui a autant d'envie de faire avec d'autres. Biche est aussi plus implanté, ils ont fêté leur 10e année cette année. Il me semble que pour Margot ça va bien, elle a un public là qui est assez fidèle et qui revient, quoi, donc c'est chouette, malgré la pluie, malgré la tempête et les orages. Oui, effectivement, la météo aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une petite contrainte pour les festivals qui se passent en extérieur, surtout en septembre, j'imagine. Comme on regarde beaucoup la météo, plus que d'habitude. Et en Normandie. Et oui, globalement, les festivals normands ont pas mal cette contrainte-là. Enfin, et parce qu'il va falloir conclure cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux auditeurs et auditrices pour leur donner envie de venir à Rock in the Barn le week-end prochain? Venez, parce que c'est, avant d'être un festival de musique où on peut faire plein de découvertes, c'est aussi un moment de partage qui est chouette. Toutes les personnes de tout âge confondu sont les bienvenues. Et puis c'est aussi l'opportunité de rencontrer l'équipe, de boire des bonnes boissons du coin, faites par des brasseurs du coin. C'est l'opportunité de manger un burger qui est fait avec 100% de produits locaux. Et puis nous on a l'envie de faire un espace qui est chouette pour le public, en fait. Donc c'est aussi une expérience. Et moi, je dirais pour les auditeuristes de HDR sur Rouen que Rock in the Barn a toujours été dans des endroits magiques mais assez difficiles d'accès. Là, on est sur un endroit tout aussi magique et vraiment très facile d'accès. Vous prenez le train à Rouen ou Saint-Lazare à Paris, vous descendez à Vernon et vous y êtes à pied en 10 minutes, 15 minutes depuis la gare de Vernon. Donc c'est vraiment
parfois on prend le bus pour aller à l'autre bout de l'agglo de Rouen, ça prend une plombe. Enfin bref, je vous le dis, c'est vraiment facile d'accès et c'est une vraiment superbe ambiance. Le lieu est magique au bord de la Seine, entre les châteaux et les saules pleureurs. Enfin, ça a vraiment de la gueule et la prog est super. Donc, et puis c'est l'occasion de soutenir un événement local. Voilà. Merci beaucoup. Merci Agathe et Elliot d'être venus nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir pour cette première de l'Aiguille. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à Faustine Lebras de HF Plus Normandie. Je rappelle que les journées du matrimoine se dérouleront du 17 au 21 septembre sur toute la Normandie. Allez voir sur leur site pour plus d'informations. Et d'ailleurs, Agathe, vous jouez pour les journées du matrimoine à Saint-Sulpice-sur-Risle le vendredi 19 septembre. Oui, tout à fait. Et où est-ce que vous jouez Enfin, du coup, à Saint-Sulpice-sur-Risle, mais il me semble que le lieu est un petit peu particulier. Oui, c'est à la manufacture Beau 1, donc c'est la manufacture qui propose des aiguilles à coudre en fabrication française et qui propose plein d'autres animations tout au long de l'année. Et c'est dans le cadre d'une soirée qui est organisée par le Biche Club, donc liée au festival Biche, encore. On retombe sur nos pattes. Mais c'est chouette. Et donc, il y aura d'autres membres du Biche Club sur scène avec moi. Super, merci beaucoup. Merci à Nicolas et Marianne à la technique. Merci encore, Agathe et Elliot. Rockin' the Barn, c'est le week-end prochain, les 12 et 13 septembre. Je vous invite fortement à y aller. En tout cas, moi, j'y serai. Pour finir, je vous laisse sur un dernier morceau, Heavy Pour de Pillow Queen, que vous pourrez également voir en live à Rockin' the Barn. Merci de m'avoir écouté. C'était Willow pour la première de l'Aiguille sur Radio HDR. À très bientôt. No one believed me when I said you were good for me. They didn't see you when you were blossoming. No one believed me when I said you were good for me. They didn't see you when you were blossoming. Having the will to bend, I knew your reason, I knew your reason.
your door.